Guter Streichholzbrand, Junge. Alors, les semaines précédentes, on a vu quels étaient les facteurs qui favorisaient une réaction. Maintenant, on va voir, en fait, à partir de là, qu'est-ce qui se passe, en fait, quand une réaction arrive à un état d'équilibre. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez, si vous faites cette réaction-ci, hein, vous prenez une allumette, le soufre et le phosphore qui se retrouvent ici, vous le brûlez. C'est une réaction qui se fait de manière spontanée et qui va se terminer une fois que tout le phosphore, tout le soufre et tout le carbone de l'allumette, il faut évidemment qu'il y ait suffisamment d'oxygène, eh bien, une fois que tous ces réactifs vont être consommés, eh bien, la réaction va s'arrêter. C'est ce qu'on appelle une réaction complète. Et quand on fait une réaction complète, eh bien, on représente ça par une flèche simple qui va des réactifs vers les produits de réaction. Voilà. Ah. Un autre exemple de réaction complète, eh bien, ça sera par exemple la combustion de l'éthanol. Vous voyez que la réaction, elle est complète et la réaction s'est arrêtée une fois qu'il n'y avait plus d'éthanol. C'est aussi une réaction qui correspond au facteur de spontanéité qui favorise une réaction, c'est-à-dire la combustion est une réaction qui libère de l'énergie, c'est une réaction exothermique, et en plus de ça, c'est une réaction qui libère beaucoup de gaz, du CO2 et de l'eau. Il y a des réactions qui sont totalement impossibles. Donc, par exemple, regardez, si j'essaie de faire réagir du pain avec du verre, ça ne marche pas. Une réaction impossible. Il y a aussi des réactions qui arrivent à ce que l'on appelle un état d'équilibre. C'est-à-dire que la réaction se fait, mais pas complètement. Elle s'arrête à un état intermédiaire. Ce type de réaction-là, eh bien, on la représente par une double flèche. C'est-à-dire que la réaction va dans un sens, mais aussi dans l'autre, on arrive à un état d'équilibre. Lorsque la réaction est complète, comme par exemple la combustion de l'éthanol, eh bien, elle va directement du côté des produits de réaction. Et quand la réaction est impossible, eh bien, elle se fait pas. Voilà. J'ai donc essayé d'illustrer ça simplement avec du thé et avec un changement de couleur que l'on peut observer, enfin avec un changement de tonalité que l'on peut observer avec le thé, suivant que le thé se trouve en milieu acide ou en milieu basique, et bien là en fait c'est simplement une situation d'équilibre. Et dans les trois verres que vous avez ici, eh bien c'est un état d'équilibre, c'est-à-dire que vous avez une couleur intermédiaire plus ou moins orangée, typique de ce que l'on connaît du thé. Regardez ce qui se passe si dans le verre ici à gauche, je rajoute du vinaigre. Vous voyez que la solution s'éclaircit un peu. Et vous allez voir ce qui se passe si, dans le récipient à l'extrémité, je rajoute du bicarbonate de soude. J'en ai mis une grosse dose. Hein. Et vous voyez que lorsque je rajoute du bicarbonate de soude, vous voyez que le thé a tendance à s'obscurcir. Vous voyez ici, c'est bien foncé, ici c'est intermédiaire, et ici c'est beaucoup plus clair. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on avait un état d'équilibre, c'est-à-dire que vous aviez des molécules qui étaient foncées, mais qui s'étaient également combinées avec des molécules qui étaient claires. L'intermédiaire faisait une coloration moyenne. Si maintenant vous rajoutez de l'acide dans la substance, vous allez augmenter par réaction chimique la proportion de molécules claires, ce qui fait que de manière générale, la substance va paraître claire. Si au contraire vous rajoutez une substance basique, une substance alcaline comme le bicarbonate de soude, vous allez augmenter la proportion de substances foncées par rapport aux substances claires et vous allez avoir cet aspect. Les substances qui donnent le goût amer au thé et leur coloration, ce sont des substances que l'on appelle des tanins. Les tanins, ce sont des molécules assez complexes et en fonction qu'elles sont en contact ou pas avec des ions H+, qui sont en fait les ions typiques des molécules acides, eh bien, leur forme peut changer et à partir de là, les molécules, qui sont des grosses molécules organiques, vont changer de forme et en changeant de forme, elles vont absorber une gamme différente des rayons du spectre lumineux et donc avoir une couleur différente en fonction qu'elles se trouvent avec des substances acides avec beaucoup de H+, ou des substances basiques. Vous voyez, on compare bien, là on voit bien la différence entre les deux extrêmes. Hein. C'est un peu plus marquant quand même si je retire l'intermédiaire. Le thé avec la base
et le thé avec l'acide. Vous voyez? Alors maintenant, vous posez la question de savoir qu'est-ce qui se passe si je mélange les deux. Eh bien, on va retourner à un état intermédiaire grâce à une petite réaction chimique. Donc, on va rechanger l'état. Alors, ce qui se passe, c'est que il va y avoir une réaction de neutralisation. L'acide et la base vont se neutraliser et retourner à un petit état intermédiaire. Attention, demonstration. On dirait du Coca-Cola. Et que ça s'est un peu éclairci, hein. Au fur et à mesure que ça réagit, au fur et à mesure que la réaction de neutralisation se fait. Et donc là, on influence de nouveau l'équilibre. Et vous voyez que la solution a quand même tendance à s'éclaircir au fur et à mesure que la réaction chimique se fait. Vous voyez que ce n'est pas instantané, c'est bien au fur et à mesure que la réaction chimique se fait, donc on pourrait croire que l'éclaircissement de la solution est provoqué en fait par la dilution. Bon, évidemment, la dilution va un peu éclaircir la solution, mais il y a en fait réellement une influence de l'équilibre chimique. Bon allez, venez, on va théoriser un peu tout ça. Maintenant, avec cette réaction, on dirait que je me suis servi ma petite bière tranquille, là. Avec cette bouteille de Simba, l'illusion est parfaite. On a pu voir que le thé, une fois qu'il est servi, eh bien, il est composé d'un mélange de substances qui sont foncées et de substances qui sont claires. Ça, c'est le thé. Et que le thé, vu comme ça, eh bien, c'est un état intermédiaire. Et qu'on pouvait le faire osciller, soit ici, de ce côté-là, vers un état, je ne sais pas, on marque le brun, vers un état, par exemple, plus foncé. Ou alors, vers un état plus clair. On a vu que l'état plus clair était favorisé par une augmentation de l'acidité du milieu et qu'une substance foncée avait plutôt tendance à apparaître lorsque le milieu était plutôt alcalin ou basique. Et donc là, vous voyez que c'est vraiment, ici, regardez, dans le thé, c'est vraiment un état d'équilibre. On va déterminer ici l'état neutre. Ici, l'état de réaction quand il est plutôt acide. Et l'état de la réaction lorsqu'il est plutôt basique. Eh bien, regardez, ce qu'on peut déterminer ici avec ce thé-là, c'est que lorsqu'il est neutre, eh bien, vous avez autant de clair, autant de molécules claires que de molécules foncées. C'est-à-dire que les molécules, dans le thé, lorsqu'il est basique, lorsqu'il est sur le point d'être bu par vous, eh bien, il va aussi bien d'un côté clair que d'un côté foncé, et il est à l'équilibre. Par contre, si on rajoute une substance basique, on va remarquer qu'on aura beaucoup plus de substances foncées par rapport aux substances claires. Et donc, de manière générale, on va voir que la flèche qui va vers le côté basique est beaucoup plus grande par rapport à la flèche qui demanderait au thé d'avoir des substances beaucoup plus claires. Et là, c'est ce qui se passe, en fait, lorsque on est en milieu basique. Donc, l'ajout de base augmente la proportion de substances foncées. Et au contraire, regardez, lorsque on est dans un milieu acide, eh bien, la proportion de molécules claires augmente par rapport aux proportions des molécules foncées. L'état d'équilibre, dans ce cas-là, aura plutôt tendance à s'orienter vers l'état acide. La couleur foncée est encouragée par un état basique, et la couleur claire est encouragée par un état acide. Cette illustration vous montre en fait que dans le milieu, vous avez des substances claires et des substances foncées. Vous pouvez augmenter la proportion de substances foncées
en basifiant le milieu, en rendant le milieu plus alcalin, basique alcalin c'est un synonyme, ou alors vous pouvez augmenter la proportion de substances claires en acidifiant le milieu. Comment est-ce que cette réaction chimique à l'équilibre va se représenter avec le thé? Regardez, l'état d'équilibre se représente par cette double flèche, c'est-à-dire que le milieu va de l'un à l'autre, il est à l'équilibre entre des tanins, vu que ce sont les tanins qui sont les molécules qui donnent la couleur au thé, vont osciller entre des tanins foncés et entre des tanins clairs. Lorsque vous avez un état d'équilibre où vous avez autant de tanins foncés plus ou moins qu'autant de tanins clairs, vous avez l'aspect intermédiaire du thé, qui est celui-ci. Si j'encourage la basicité du milieu, regardez, si le milieu est plutôt basique, si je rajoute une base, eh bien la flèche aura tendance à se déplacer vers la droite et on aura alors un thé plus foncé. Si maintenant je rajoute plutôt des acides, et ça va favoriser le sens de la flèche du dessous, eh bien j'aurai plutôt tendance à avoir une substance beaucoup plus claire. Vous allez regarder à la page 17, et je vais vous demander de faire quelques exercices un peu après. Eh bien regardez, lorsque vous avez des facteurs qui favorisent une réaction, donc c'est-à-dire lorsque vous avez une réaction exothermique et qui en plus augmente le nombre de moles une fois qu'elle se réalise, eh bien la réaction d'office va être complète. Au contraire, si vous avez les deux facteurs qui défavorisent une réaction qui sont combinés ensemble, eh bien une réaction endothermique qui en plus absorbe du gaz ou diminue le nombre de moles de gaz, eh bien dans ce cas-là la réaction est impossible. Si vous avez la situation intermédiaire, donc vous combinez un facteur favorisant la réaction avec un facteur défavorisant la réaction, comme par exemple une réaction exothermique mais qui absorbe des gaz, vous allez avoir une réaction à l'équilibre. Si vous avez une réaction endothermique qui ne favorise pas la réaction, qui ne favorise pas la spontanéité de la réaction, mais qui augmente le désordre de la réaction, qui augmente son nombre de moles après la réaction, de nouveau vous allez arriver à un état d'équilibre. Vous avez vu mon studio de youtubeur de fou? Ça, c'est le support pour les explications écrites. Le support micro, c'est le râteau. L'éclairage, c'est la lampe de chevet de ma fille. Et puis après, voilà, c'est mon atelier, donc évidemment, le gros désordre. Alors, pour vous montrer un petit truc, regardez, histoire de finir en beauté. Est-ce que vous pensez que la feuille va brûler? Mais il est fou! Alors, faisons donc une petite réaction exothermique. Et qui en plus de ça libère un gaz. Et c'est un énorme fail. Le papier, lui, ne brûle pas, ce n'est que l'éthanol gazeux qui s'évapore au-dessus de la feuille qui brûle. Bon, il ne faut pas exagérer non plus parce qu'il y a quand même de la chaleur qui se dégage. Et si la chaleur qui se dégage est un peu trop importante, eh bien le papier peut alors finalement quand même finir par brûler. Terminé comme ça, c'est un peu comme Jimi Hendrix qui met le feu à sa guitare pendant son concert. Vous trouvez pas? Bon, je dis pas non plus que je suis Jimi Hendrix. Et voilà. Vous reconnaissez évidemment la lueur bleue de l'éthanol. Ici, il y a du papier qui brûle. C'est pour ça que, hop, c'est plutôt orange. Voilà. Maintenant, avant que mon téléphone ne brûle, je vous dis au revoir.